Rebonjour à tous. Bienvenue à Prendre plaisir à l'informatique. Là, on commence des choses plaisantes. Fait que là, toutes les émissions précédentes, on a expliqué concernant la sécurité de base sur Windows, les inconvénients de Windows, les avantages, mais vous les connaissez en travaillant avec le système, parce que quand même, c'est plus le fun quand même travailler avec un ordinateur, même si c'est un système Microsoft qu'il y a dedans, que de ne pas avoir d'ordinateur du tout. Sauf que j'ai un petit peu de misère à parler des avantages, parce que si je compare aux avantages qu'on a en Linux, je ne vois plus beaucoup d'avantages à Windows. C'est d'ailleurs pourquoi je n'utilise plus ce système-là et que je recommande d'utiliser autre chose. Dans les premiers temps que je me suis mis à découvrir Linux, il y avait un peu comme... on sortait toutes sortes de jokes par rapport à ça, parce qu'il faut dire que tous ceux et celles qui sont maintenant en Linux ont d'abord connu Windows. Et souvent, c'est plus des gens, justement, qui lisaient beaucoup, qui se renseignaient, qui testaient, et que c'est des gens qui s'intéressaient vraiment à essayer d'aller plus loin. Et sont allés assez loin que finalement, qui ont balancé Windows au bout de certains temps. Il y en a qui c'était plus vite que d'autres. Moi, j'écrivais, j'avais comme parole de base de dire, pour ce qui est de l'utilité de Windows versus Linux, c'est qu'en réalité, un Windows, quand vous achetez un ordinateur, il arrive avec un Windows. Avec Windows, vous avez Internet Explorer. Et avec Internet Explorer, vous téléchargez Firefox. OK? Firefox étant du logiciel libre aussi, donc aussi du, mettons, on peut dire du Linux. Et via Firefox, vous téléchargez une Linux, une distribution Linux. Et vous installez votre distribution Linux dans votre ordinateur afin de supprimer Windows. Ça marche avec ces étapes-là. Hein? Windows, Internet sert à télécharger Firefox, Firefox sert à télécharger Linux, et Linux sert à faire disparaître Windows. C'est aussi simple que ça. Dans certains cas, vous n'êtes pas obligé de le faire disparaître non plus, s'il veut bien cohabiter. Ça, c'est une autre affaire. Microsoft est sectaire. Il dort, comme je disais Charlebois, seul dans son lit queen la nuit. Il n'a pas envie vraiment de cohabiter avec d'autres. Et ça, c'est vraiment une mauvaise attitude de la part de Microsoft. C'est du protectionnisme. Et c'est juste pour mettre des bâtons dans les roues de la communauté Linux, parce que Linux est un système communautaire. Mais communautaire à l'échelle de la planète, parce qu'il y a vraiment des quantités de plusieurs millions d'utilisateurs de Linux. Et pour la plupart, bien, ils ne reviendraient jamais en arrière, parce que c'est de revenir en arrière, de revenir en système Windows. Et de toute façon, à moins d'être masochiste, on n'a pas envie du tout de revenir en Windows quand on a goûté à du Linux. C'est comme si on était dans un pays très, très, très fermé. Les seuls véhicules dont on pourrait disposer, exemple, ça serait un peu, je donne ça comme exemple, parce qu'ils font quand même aussi des bons véhicules, mais il y en a d'autres que, parler des années 80, mettons une Lada. Vous avez une Lada, puis vous avez une Yugo, qui vient d'un petit modèle qui a fait de Yougoslavie. Et les Lada, vous n'avez pas bien de choix. Vous avez la Lada, mais il y en a qui... Lada L, Lada E, Lada X, Lada finalement SS. C'est toute la même auto. C'est juste les strapes qui changent dessus, mais le modèle SS, il y a des mags, mettons. OK? Mais vous êtes toujours en Lada, là. OK? Et en plus, mettons que c'est ça, c'est que vous devez les payer, ils se vendent très cher. Et là, tout à coup, vous avez une ouverture sur le monde et vous vous rendez compte qu'il y a des Lamborghini, des Porsche, des Mercedes ailleurs, et que certains modèles même sont gratuits. Qu'est-ce que... Quoi? Je comprends pas, là. Fait que... le choix serait pas difficile à faire, ou bien soit vous vous expatriez, vous sortez du pays pour être capable d'aller ailleurs, pour chercher un véhicule autre qu'une Lada et un Yugo. Pour certaines personnes, ils ne peuvent pas être conscients même que ça existe. Fait que c'est sûr, quand on prend une ride
en Lamborghini ou en Porsche, on n'a pas envie de rembarquer d'une Lada nécessairement. C'est un peu le principe que tant qu'on fonctionne en Linux et qu'on n'a pas envie de revenir en Windows. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire sur Linux, sur l'histoire de Linux, les raisons pourquoi ça existe et les raisons pourquoi Linux prend tant d'ampleur et même Linux est le système de l'avenir en informatique. Les gens ne sont pas au courant de ça. Les compagnies, les grosses compagnies, si vous même parlez, les gouvernements, exemple, je jasais tantôt ici, comme le Brésil, tout l'appareil gouvernemental a migré leur système Microsoft en système Linux pour arrêter de se faire hacker, première des choses, parce que la sécurité en Linux n'est même pas comparable avec Windows. Et il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est sûr, il y a moins de monde en Linux qu'il y en a en Windows. C'est un faux critère, ça, c'est une fausse excuse, parce que l'architecture du système n'est pas faite de la même façon que Microsoft. Et étant donné que tous les codes sources de tout ce qui compose le système, y compris les logiciels, est un code source ouvert, ce qu'on appelle du open source, les codes sont visibles par ceux qui les reconnaissent. Vous n'êtes pas obligé de connaître les codes pour utiliser du Linux. Mais il y a des millions d'utilisateurs, donc des millions de yeux, qui ont des possibilités de voir le code de fabrication de chaque logiciel dans le but de s'assurer de la solidité du logiciel et de s'assurer qu'il n'y a pas de faille à l'intérieur et pour les améliorer. Donc, plus il va y avoir de monde en Linux et plus Linux va évoluer et plus Linux va devenir sécuritaire. Et là, je peux vous parler du passé parce que c'est comme ça que c'est de plus en plus sécuritaire parce qu'il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. C'est complètement le contraire de ce que la notion des gens pouvait avoir. Ils disent, bien, c'est sûr, il n'y a pas de virus en Linux parce que non, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui voit. Il y a beaucoup de qui vérifient et il y en a que ça devient une passion. Ils ne font que ça. Faire de la vérification de logiciels, regarder les codes. C'est des gens qui aiment la musique. Et donc, ils lisent une feuille de musique, puis ils voient toutes les petites notes, puis elle rentrerait bien là, puis là, ils en parlent avec d'autres, puis regarde, j'ai modifié la toune, regarde ce que ça donne comme « Ah, oh, c'est bon, c'est bon. » On regarde ça de même, mais il faut en faire profiter les autres maintenant. Fait que, on met notre toune sur Internet, puis amusez-vous. Puis si vous voulez encore améliorer ou en composer des nouvelles, c'est ouvert. Okay? Il y a une façon d'expliquer aussi. C'est sûr que, comme avec Windows, comme avec les systèmes de protection, il faut lire. Hein? C'est important de lire et de réfléchir et d'essayer de comprendre si on veut aller plus loin. Et dans certains cas, si vous voulez aller loin en Linux, on peut dire que le chemin peut être difficile, laborieux, ça peut prendre du temps. Fait que le chemin peut être long, OK? Mais la différence en Linux, c'est que la voie est libre. Le chemin peut être long, mais la voie est libre. Et à un moment donné, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et que c'est important, justement, la liberté en informatique, que c'est important de laisser place à la créativité, à l'échange, au partage, au partenariat. Les gens, quand ils travaillent en système Linux, pour eux, personnellement, en obtiennent une grande satisfaction dans la mesure où ils sont capables de réfléchir, de s'arrêter à réfléchir et se dire, OK, parce que le système n'est pas fait par des ingénieurs, est fait par des ingénieux. OK? La différence est très marquante. Vous n'êtes pas obligé d'être un crack en informatique, un hacker, pour utiliser du Linux. Vous pouvez faire des choses incroyables en étant hacker en Linux, que vous ne pourrez jamais faire en Microsoft et que vous ne pourrez jamais faire non plus avec Apple. Okay? Mais c'est pas ça. Vous, ce que vous devez faire, ce que vous demandez à votre machine, c'est de prendre plaisir à cette informatique-là, vous amuser avec vos logiciels, de développer des choses de plus en plus, développer votre connaissance. Vous dites, moi, je veux travailler, je suis amateur de photos, j'aime prendre des photos des animaux, des oiseaux, puis je m'en vais dans le bois, puis si
Moi, je chasse avec un appareil photo. Hein. Je me promène dans le bois, puis là, je vois des... Oh, oh, il y a une perdrix là. Puis là, ben, je vais aller la chercher, puis j'essaie de voir la lumière, si ça va être correct. Puis souvent, il y en a qui dépensent beaucoup d'argent, même pour un bon appareil, des lentilles qui sont interchangeables. Et puis là, à un moment donné, ils s'amusent. Les premières fois que vous prenez des photos qu'un appareil, on peut appeler ça des photos souvenirs. Hein? Vous achetez un petit appareil à 39,95, puis clic, 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 vous faites des photos. Mais là, à un moment donné, vous vous rendez compte, ouais, c'est des beaux souvenirs, mais ce n'est pas des photos. Je fais pas on ne peut pas qualifier qu'on fait de la photo. Okay? Parce que c'est des souvenirs. Hein? Mon oncle, ma tante, les jeunes, puis tout ça, puis des choses cocasses qui s'est passées dans les familles, ainsi de suite. Ou des choses, des fois, prises sur le fait, puis, ah, regardons ça, tiens. Mais, à un moment donné, quand vous prenez plaisir avec un appareil photo, vous dites, moi, je vais aller un peu plus loin. Parce que j'ai vu des images. Il y en a qui ont pris des oiseaux. Hey, tu vois tout le plumage. C'est incroyable, là. Tu as l'impression d'avoir l'oiseau en face de toi. Tu vois dans son œil. Puis, hey, moi, j'aimerais ça faire ça. Bon. Fait que là, vous achetez un appareil photo selon vos moyens. À un moment donné, ça peut être un rêve, hein, où vous réussissez à en avoir un. Et là, vous ne pourrez pas arriver puis clic, 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 prendre des photos comme ça. Vous avez un manuel d'instruction. Et souvent, c'est plate, lire un manuel d'instruction. Vous pouvez dire aussi, bien, je vais prendre des cours de photographie. Hein? Et là, vous devrez payer pour prendre des cours de photographie. Et est-ce que vous allez apprendre mieux comme ça? Il y en a qui apprennent mieux comme ça, d'autres apprennent moins bien. D'autres aiment bien lire et essayer. Okay? Je pars au manuel 1.1 et je lis ça. Et là, j'essaye. Ou ils vont prendre des sections, exemple, pour faire, s'ils veulent avoir des photos, je me souviens plus le terme, là, mais à répétition, là, une en arrière de l'autre, pour être sûr d'avoir une qui va être bonne. Là, en rafale, prendre la photo en rafale. Donc, dans le manuel, il y a les indications pour les prendre en rafale et combien de millisecondes entre chacune, et ainsi de suite. À un moment donné, vous commencez à comprendre le principe. Et là, vous vous amusez avec votre appareil photo. Là, vous vous rendez compte finalement que votre carte SD que vous avez achetée à l'intérieur, mettons qu'il y a 4 GHz, vous dites, est peut-être un peu petite, parce que là, vos photos sont à haute définition. Et là, vous dites, non, je vais m'acheter une 32 ou une 64 gigs, finalement. Je vais en avoir 2, 3. Puis, à un moment donné, vous ramassez avec un beau case, là. Vous avez un super bel équipement. Et vous ne faites pas juste prendre des photos souvenirs, là. Vous réussissez, pour une fois, mettons, à prendre, exemple, la pleine lune. Les gens ont de la misère à prendre la pleine lune. C'est incroyable avec un appareil photo. Parce que c'est une source lumineuse, hein? Fait que, sans rentrer dans le détail de la photo, j'en ai fait moi-même de la photo. Pour ça, je sais pas mal ce que je dis. Ça se fait pas tout de suite comme ça, là, aller chercher. Il y a certains petits appareils, même des très petits, qui sont redoutablement efficaces pour prendre même des images. J'en ai pris moi-même de la Lune avec un petit appareil de 200 $, puis il va vous dire, on voit très bien les cratères dessus, puis elle était très belle, là. Mais encore là, il y a une façon de la prendre. Mais il y en a qui vont s'installer justement des télescopes. C'est plus des lentilles, c'est rendu des télescopes. Et même que la lentille est soutenue elle-même par un trépied parce que c'est très lourd. Et là, à un moment donné, ils vont se mettre à prendre des images comme ça, même du cosmos. Et il y en a même qui ont des moteurs qui vont suivre la rotation de la Terre. Là, ils vont se mettre à aller chercher le fond du cosmos, des galaxies, comme vous voyez ici. Et puis, les étoiles, bien, aller chercher de plus en plus loin avec un appareil photo et un télescope. Il y en a qui sont prêts à se geler dehors la nuit pour faire de l'observation. Je sais, j'en ai fait. Mais il fait moins 30, c'est pas grave. Plus il fait froid, plus le ciel est clair, cristallin, limpide. Et on recherche ça quand on s'intéresse à l'astronomie. Ça, on développe tout ça avec le temps. Bien là, ce que je vous explique pour les systèmes d'exploitation, c'est pareil. OK? Tout le monde qui reçoit un ordinateur, qui achète un ordinateur avec un Windows, c'est comme s'il y avait un petit appareil photo pour prendre des souvenirs. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a possibilité de faire de la photo astronomique. C'est ça que je veux que vous saisissiez, la différence qu'il y a entre les deux. C'est pas que vous pouvez aussi faire plein de choses avec Windows, vous pouvez avoir plein de logiciels, mais vous voulez contrôler vous-même l'obturation, la vitesse de votre
de votre appareil, votre profondeur de champ, et ainsi de suite, quand vous voulez prendre vos photos. Vous avez plus de récompenses à prendre votre photo manuellement avec les ajustements que vous, selon votre connaissance, avez faits et selon votre expérience. Et quand vous prenez une photo qui n'est pas prise en automatique, mais que vous avez tout configuré manuellement et que votre photo est digne de mention, vous êtes fier de ce que vous faites. Vous dites, tabarouette que mon image, je l'ai. Et il y en a qui embarquent sur des forums, justement, des sites où est-ce que les gens échangent des images comme ça. Et il y a des gens qui se font reconnaître aussi pour leur talent à faire de la photo. Et à un moment donné, bien c'est ça. Ils ont commencé à quelque part, eux autres aussi. Ils ont commencé à la base, et ainsi de suite. Fait que je vais vous montrer un petit peu concernant Linux. Je crois que j'avais ouvert... Oui, je l'avais déjà ouvert ici. Donc, il y a quelque chose que je vous recommande de voir et d'écouter. OK? Et c'est ça ici. Une vidéo, vous l'avez sur YouTube. Elle peut être en 5 parties, de 1 à 5, ou elle peut être aussi, vous avez la possibilité de l'avoir tout d'un bout, finalement, là, au complet, la version complète ou la version en diverses parties. Le titre, c'est « Nom de code Linux ». Et ça, ce serait une des premières choses à faire. Ça ne vous demande pas grand-chose, comme vous asseoir à la télévision. Vous asseyez puis vous écoutez ça attentivement. C'est l'histoire de Linux. Comment Linux a commencé. OK? Et je vais vous passer un petit extrait, exemple, pour vous donner un aperçu. J'utilise le mot hacker dans son sens premier pour décrire une personne qui pratique la programmation informatique comme une sorte de passion artistique et qui fait partie ou s'identifie à la culture des hackers, c'est-à-dire le groupe de programmeurs à l'origine d'Internet, de Linux et du World Wide Web. Hacker, ce mot magique. Le rebelle de notre nouvelle ère. Au commencement était l'ordinateur, puis l'ordinateur personnel, et enfin est apparu le réseau qui a relié toute la planète et qu'on appelle le net. Contre quoi se sont rebellés ces fameux hackers? Pour que votre ordinateur marche, il a besoin d'un système d'exploitation. Nos hackers ont refusé que quelques sociétés, dont principalement Microsoft, mettent au point des systèmes d'exploitation d'ordinateurs sans livrer en même temps les codes de fabrication qui permettent d'adapter votre ordinateur à vos besoins. Ils n'ont eu de cesse alors de casser ces codes pour les mettre gratuitement, grâce au réseau, au net, à la disposition de tout à chacun. C'est ainsi qu'a débuté cette nouvelle guerre postmoderne entre Bill Gates, patron multimilliardaire de Microsoft, et quelques insolents et impertinents programmeurs qui refusent le système clos dans lequel veut les enfermer le mania de l'informatique. Un petit génie de Finlande a lancé sur le réseau un nouveau système d'exploitation d'ordinateurs et une armée de programmeurs de par le monde a travaillé avec lui pour faire évoluer et aboutir ce système qui concurrence frontalement Microsoft et qu'on appelle Linux. Linus Torvalds a créé un système informatique qui a pris toute l'industrie par surprise. Linux, un système d'exploitation aujourd'hui utilisé sur 8 millions d'ordinateurs à travers le monde. Le magazine Wired considère ce jeune homme comme le nouveau chaman Vin Minen et déclare que son système d'exploitation Linux est le plus magnifique produit d'Internet. Vous voyez, cette vidéo-là date de plusieurs années. Il y avait seulement environ 8 millions d'utilisateurs de Linux à cette période-là. Il y en a un méchant paquet de plus aujourd'hui et c'est exponentiel. Donc, d'où le nom Linux, c'est qu'en réalité, c'est du GNU Linux, GNU. Il y a plein d'autres vidéos que vous pouvez voir justement sur le père du logiciel libre qui s'appelle Richard Stallman, que justement on voit ici, que vous allez voir aussi dans le nom de code Linux, dans les divers endroits, dont au début, que Richard Stallman explique ce qu'est le logiciel libre et ce que sont les lois fondamentales finalement du logiciel libre, qui est vraiment très loin du logiciel propriétaire ou privateur. Ce Richard Stallman-là mérite à être connu, vraiment. C'est en tant que personne, en tant qu'humain, c'est une personne extraordinaire et qui donne, il ne fait que donner. Et en réalité, lui, c'est un programmeur de génie qui travaillait encore au MIT.
malgré ça, il est payé, hein, et il a été payé très bien selon ses qualités. Fait que c'est pas le fait qu'on utilise du free software ça ne veut pas nécessairement dire que c'est free dans le sens de gratuit. Il y a des distributions Linux qui se vendent, et il y a mais la 99,9% des distributions Linux, même grand public, sont toutes gratuites. Les seules choses que les gens doivent payer, c'est les services de gens compétents pour pouvoir leur installer, mettons, leur enseigner et les guider dans le domaine. Mais avant tout, c'est les codeurs, justement, comme Richard Stallman et Linus Torvalds. Donc, le nom Linux, en 1990, vous allez voir, vous allez suivre l'histoire sur nom de code Linux. Linus Torvalds a créé le noyau qu'on appelle le kernel pour l'introduire dans le système GNU, GNU, de Richard Stallman, avec les codeurs et les développeurs qui ont travaillé avec lui, et c'est devenu du GNU Linux. Et Linux vient du prénom Linus Torvalds et de Unix. Donc, ça fait Unix qui est la base de Linux. Donc, c'est devenu du Linux. Donc, à partir de là, depuis les années 90, les grosses compagnies, exemple, la distribution qui est la plus répandue, c'est de la Red Hat. Donc, il y a la NASA utilise ça, les divers gouvernements, les serveurs les plus puissants supercalculateurs de la planète fonctionnent en système GNU Linux. Et il y a des compagnies, surtout, des multinationales qui fonctionnent sur ces systèmes-là. Il y en a qui ont des interfaces en Windows parce qu'ils ont des travailleurs qui travaillent sur des desktops, qui travaillent sur des bureaux. Et eux, chez eux, n'ont pas de Linux, donc ils ont une interface en Windows. Comme on a fait durant toutes les autres émissions, on fonctionne en machine virtualisée. Donc, c'est un Windows qui fonctionne dans une bulle, mais qui fonctionne sur un Linux en réalité. Et il y a beaucoup de compagnies comme ça qui ont une interface pour les utilisateurs, pour les postes de travail, que c'est du Microsoft. Ils ne voient pas de différence avec chez eux. Mais ces machines virtualisées-là et ces postes de travail reliés ensemble dans un réseau fonctionnent sur un serveur Linux. Et ça, même les employés ne le savent pas. À l'exemple, ici, on est dans la région de Chaudière-Appalaches. À Saint-Georges-de-Beauce, il y a en réalité, tout ce qui relie, il y a 600, je pense que c'est 600 km de fibres optiques pour toutes les écoles, les commissions scolaires de Chaudière-Appalaches et compagnie. Et tout ça est géré à partir de serveurs Linux qui sont à Saint-Georges-de-Beauce. OK? Et j'ai même déjà passé quelques heures avec les gens là-bas pour voir leur installation puis jaser, puis ça a été très intéressant. Mais ça, ceux qui utilisent les ordinateurs, même la secrétaire à l'entrée ou les secrétaires ou ceux qui s'occupent de l'administration, eux autres peuvent fonctionner en système Microsoft. Ils ne voient pas de différence, mais les systèmes Microsoft fonctionnent dans une bulle qui est une machine virtualisée et qui est desservie par un système de serveurs. Fait que, plus ça va et plus ça s'en va vers là. Donc, les gens ne se sentent pas trop dépaysés parce qu'ils pensent en réalité qu'ils sont sur un Windows normal, mais il est virtualisé dans le serveur. Et la plupart du temps, mais ceux qui sont installés comme ça, leurs machines sont véloces, là. Ça fonctionne, ça niaise pas, il n'y a pas de traînage parce qu'il n'y a pas de lourdeur justement d'être pris avec des systèmes de pare-feu et ainsi de suite, parce que c'est tout dans les serveurs Linux que c'est déjà protégé à l'interne. Et ça, c'est utilisé beaucoup, mais plus ça va et plus il va se mettre à avoir des interfaces en Linux. Les gens devront, c'est pas obligé, mais auront avantage à s'en aller vers ces systèmes-là. Je vais vous montrer dans la prochaine émission quelques exemples de systèmes Linux en utilisation. À la prochaine émission. Merci.